Alors, ça part, ça revient. Et alors, c'est parti, on est en ligne. Bonjour les amis, bonjour mes amours. Comme je vous avais dit, aujourd'hui, je voulais vous présenter une belle personne. Je sais que beaucoup la connaissent déjà, mais beaucoup ne la connaissent pas. Nicole Dron. Nicole Dron qui a vécu une expérience de mort imminente. Donc, c'est une personne qui a elle vous le racontera, je vous dis moi en vitesse pourquoi je vous la présente. Elle a vécu une expérience où elle a quitté son corps, elle était morte. Il est 13h33, Nicole. 13h33. 3, 3, 3. Ça veut dire qu'on est protégé, entouré par les maîtres ascensionnés, Jésus, Marie, et voilà. Donc ça, c'est un très beau signe. On n'a même pas fait exprès, ce qu'on papotait au début. Donc, elle a vécu une expérience, elle fait partie des personnes qui ont une expérience des plus complètes. Tu as eu Jésus qui t'a donné des informations que tu as mis dans ton livre, le livre de Nicole Dron qui s'appelle 45 secondes d'éternité. Elle a quitté son corps, elle est morte pendant 45 secondes et pourtant elle a vécu une expérience des plus complètes. Et aujourd'hui, j'ai voulu vous la présenter pour qu'elle vous raconte. C'est surtout parce qu'en ce moment, nous sommes tous concernés par un entourage qui s'est fait picouser. Et nous sommes tous là à nous dire, oh, ils vont partir, ils vont quitter ce plan. Pas tous, on le sait. Mais on ne sait pas qui va partir et on est tous à se dire, oh, je ne me sens pas vivre sans cette personne. Qu'est-ce que je vais devenir sans cette personne et que va-t-elle devenir? Eh bien, Nicole Dron, qui est une belle âme, je l'aime, je lui ai dit. Elle est rentrée dans ma vie dans la période où j'ai connu Sonia Barkala avec ses Que deux j'aime livres. beaucoup, Sonia. Oui, c'est Sonia Barkala qui nous a mis en liaison Oui, et qui t'avait invité dans son film Faux départ. oui. Et c'est là que je t'ai connue. Et ensuite, j'ai cherché sur YouTube ta vidéo complète et j'ai acheté ton livre. Et ton livre était un cadeau, un vrai cadeau. Donc aujourd'hui, Nicole Dron, je te remercie d'avoir accepté mon invitation et de donner des messages à mes amours qui vont regarder cette vidéo. Voilà, je te laisse te présenter, ma douce. Merci, Nassira. Toi aussi, tu es une belle âme, tu sais. Je m'excuse parce que bon, il faut que je tousse un peu. Voilà. Merci de ton invitation et puis bien sûr, bonjour à toutes et à tous. Et je suis ravie de pouvoir participer évidemment à ce live. Alors donc, bon, ben, je m'appelle Nicole Dron, j'ai, oh là là, maintenant, comme le temps passe vite, j'ai 80 ans. 80 ans. J'ai vécu une expérience, comme on disait à ce moment-là, aux frontières de la mort. On appelle ça maintenant NDE ou EMI. Donc, à l'âge de 28 ans, 27-28 ans, en 1968. C'est loin, bien sûr, mais ça n'a jamais été aussi près dans mon cœur parce que quelquefois, c'est vrai que si je me dis, par exemple, tiens, la semaine dernière, bah, tel jour, à telle heure, qu'est-ce que j'ai fait? C'est parti, hein. À moins que ce soit quelque chose bon, qu'on se rappelle parce que c'est particulier. Mais cette expérience-là, elle est tout le temps, tout le temps, tout le temps vivante en moi. Même si ça fait presque 60 ans maintenant que j'ai, enfin à peine 60 ans que j'ai vécu ça, quoi. Et c'est une expérience qui a changé toute ma vie parce que je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit. Je pense que c'est trop intime comme expérience et je ne me permettrai pas de vouloir convaincre. Je dois dire que moi aussi, en étant jeune, si on m'avait dit qu'une telle expérience pouvait exister, j'aurais souri en douce, quoi. J'aurais dit oui, bon, d'accord. Voilà. Mais la différence, c'est que j'ai vécu cette expérience et je ne peux plus en rire, c'est fini. Alors donc, ça a changé toutes les valeurs de ma vie. Et je remercie tous les jours le ciel d'avoir vécu cette expérience. C'est pas une expérience facile à vivre. Bien des gens me disent, oh là là, Madame Dron, qu'est-ce que j'aimerais bien vivre une telle expérience. Je dis oui, mais c'est sans savoir que on nous montre l'avenir en général. Du moins, moi, on m'a montré l'avenir de la terre, l'avenir de ma famille. Alors, il y a des choses, évidemment, il y a des moments de bonheur incroyables qu'on se rappelle, mais il y a aussi des moments douloureux. Donc, il faut vivre avec ça après aussi. Mais je dis quand même merci à la grande vie d'avoir vécu ça, simplement parce que je sais que la mort n'existe pas.
Voilà, il n'y a pas de mort. On continue à vivre. On passe dans la pièce à côté. On passe dans une dimension plus subtile, mais on est plus vivant que jamais. Et alors, quand on sait que la vie continue, mais notre vie ici sur la Terre, c'est pas métro boulot dodo, c'est fini ça. Ça devient extrêmement important. Notre vie, elle a un sens, quoi. Voilà. Et ça, vraiment, je tiens à le dire aux gens. Et puis, à la limite, puisqu'on m'a montré de l'autre côté eh bien, que j'avais déjà vécu plusieurs fois, chose que j'ignorais évidemment, eh bien, de savoir ça, de savoir que notre vie ici, qu'elle a un sens, que nous sommes partie prenante, que nos pensées, que nos émotions, que nos sentiments, eh bien, créent notre vie quelque part. Ben, on est responsable quelque part. Et puis, on est responsable aussi de ce qu'on deviendra dans le futur. Alors, oui, bien sûr que si je témoigne, quand j'accepte de témoigner, quand des personnes comme toi, Nasseré, me demandent de parler de mon expérience, je ne le fais pas pour symboliquement prendre le tambour puis dire, vous savez, j'ai vécu ça, regardez-moi bien, j'ai vécu ça. Pour moi, ça n'a aucune importance. Il y a des millions de personnes qui ont vécu ça dans le monde aujourd'hui. Mais pour moi, l'important, c'est justement des répercussions qu'une telle expérience peut avoir dans la vie d'un être humain, comme elle en a eu dans ma vie. Toi, tu as quand même apporté des preuves. Dans le livre, tu les donnes, ces preuves. Oui. Tu as su dire ce que disait le chirurgien pendant qu'il te... J'aime beaucoup, c'est la partie qu'on entend dans la vidéo de Sonia Barkala, c'est « Elle me pète entre les doigts ». Même ta voix, j'adore à ce moment-là. Et tu expliques que tu es dans le couloir où tu vois ton beau-père inquiet pour toi et ton mari, mais lui, il a une légèreté parce que pour lui, mais c'est pas grave, ils vont s'occuper d'elle et elle revient à la maison. Il avait 30 ans, j'étais rentrée pour un curtage, hein, tout simplement. Voilà. Je te laisse raconter parce que moi, j'adore cette partie-là. Oui, alors donc, quand j'ai eu, je vais très brièvement, je vais quand même dire les circonstances. Donc, j'ai vécu cette expérience à la suite d'un accouchement. Donc, j'avais un petit garçon de 22 mois et puis 3 semaines avant, j'avais mis au monde ma fille. Tout s'était bien passé, mais il était resté du placenta. Donc, j'ai fait une très grosse hémorragie moi, j'étais rentrée entre-temps chez moi. Mon mari avait pris 3 semaines de congé pour m'aider avec 2 petits-enfants en bas âge. Et j'ai eu une chance, mais alors merci Seigneur, une chance extraordinaire, c'est que la veille du jour où je devais retravailler, j'ai fait une très grosse hémorragie, mais je me suis vidée en rien de temps, quoi. Et on m'a emmenée donc à l'hôpital, j'avais 5 de tension quand on s'est occupé de moi. Et puis, donc, on m'a mis en transfusion toute la nuit en me disant que demain, quand ma tension aurait augmenté, on viendrait me faire un curetage. Quand j'ai eu 9 de tension, on est venu me faire ce curetage. Et donc, je vois encore le chirurgien avec le masque autour de moi, le bistouri déjà à la main. Moi, j'avais 26 ans à l'époque. Je ne voyais pas le danger quand même. Franchement, j'étais jeune. Je lui ai dit, si vous saviez, docteur, surtout si vous devez me faire quelque chose, surtout ne m'ouvrez pas avant que je sois bien endormie. Voilà, voilà. Il m'a dit, comptez mon petit. J'ai compté jusque 7 et puis voilà. Et je me suis retrouvée au plafond et c'est vrai que, mais alors vraiment ce qui m'a interpellée le plus, c'est que je me suis regardée étendue sur la table d'opération, mais ce qui regardait, c'était moi au plafond. Moi qui voyais de tous les côtés à la fois, et moi qui me sentais exister au-delà de mon corps. Et pour la première fois de ma vie, j'ai pris conscience eh bien, que j'étais vivante au-delà de mon corps, tout simplement, que j'étais l'habitant de mon corps, que j'étais l'habitant de mon corps. Et là, évidemment, j'ai vu donc les infirmières qui s'affairaient, qui apportaient des flacons de sang. J'ai su par la suite que j'avais dévalisé la banque du sang de l'hôpital. Et puis à un certain moment, donc, j'étais affreuse, quoi. J'avais des tuyaux dans le nez, dans la gorge, je n'étais pas blanche, j'étais cadavérique. Je me suis dit, mais qu'est-ce que t'es moche, ma fille? Parce que 26 ans, même si on n'est pas une beauté, on a tout le monde la jeunesse pour soi. Mais ça n'avait plus d'importance parce que moi, eh bien, j'étais autre chose que ce corps-là, quoi. Et c'est vrai que j'ai entendu le chirurgien qui a dit, elle me pète entre les mains.
elle me pète entre les mains. Et puis, donc, j'ai pensé à ce moment-là, j'ai pensé à mon mari et mon beau-père qui m'attendaient dans la salle d'attente de l'hôpital. Bon, avant qu'on m'emmène donc dans la salle d'opération, mon mari m'avait dit, t'en fais pas, Vanénette, tout va bien se passer, on t'attend dans la salle d'attente. Je pense à eux, et voilà, je m'en vais dans la salle d'attente, mais je ne savais même pas où elle se trouvait, cette salle d'attente. Je n'avais jamais eu l'occasion d'y aller. Je pense à lui, je suis près de lui. Je prends conscience que je traverse les murs. Mais ça va trop vite. Ça s'est fait tout simplement. Et là, j'arrive dans une salle d'attente où il n'y a ni banc ni chaise. Je me dis, c'est quand même bizarre, quoi, une salle d'attente. J'ai dit, bon, peut-être qu'il y a des travaux, etc. Bon, mon mari et mon beau-père faisaient les 100 pas. Évidemment, moi, j'essayais de me manifester à eux. Je les voyais. Pourquoi ils ne me voyaient pas? Ils n'avaient pas l'air de me voir. Pourquoi? Je n'y comprenais plus rien. Alors, je faisais des coucous. Si j'avais pu faire du bruit, j'aurais fait du bruit, mais mes mains traversaient tout. Et puis, mais là, j'éprouvais vraiment une sorte vraiment de la désespérance de la personne qui est bien vivante, et j'y pense maintenant chaque fois qu'un être nous quitte. Voilà, la personne, les gens qui sont sur la terre la pensent morte, voilà, dans le sens traditionnel du terme. Moi, je sais qu'elle est vivante. Hein. Et donc, moi, j'étais là vivante. Je voyais mon mari, je voyais mon beau-père, et ils ne me voyaient pas. Et c'est une souffrance. C'est une souffrance. À un certain moment, j'ai mis ma main sur l'épaule de mon beau-père pour lui dire, rassure-toi, quoi, rassurez-vous. Mais ma main a traversé son corps. Et parce que tout en étant moi, j'étais moi et j'étais tout à la fois. Mais je n'ai jamais perdu la notion d'être moi. Et je me suis trouvée dans le cœur de mon mari. Je ne veux pas dire dans son cœur physique, mais je veux dire en lui. Je savais tout ce qu'il pensait. Et tout ce qu'il pensait. Plus tard, je lui ai dit, d'ailleurs, il me dit dire que je vais entendre ça jusqu'à la fin de mes jours. Plus tard, je lui ai dit, tu ne te faisais pas beaucoup de soucis, n'est-ce pas? Pendant que j'étais sur le billard. Ben, il me dit non, moi j'avais confiance. C'était entre les mains du docteur. Bon, c'était pas comme une opération à cœur ouvert, quoi. J'étais là pour un curetage. Mais il m'a dit après, quand j'ai vu le chirurgien avec les bras pleins de sang qui est venu me demander la permission de continuer l'opération parce que je ne pourrais plus avoir d'enfant. Là, il a pris conscience, mais après, quoi, parce que ouais, voilà. Et donc, je lui ai reproché ça. Je dis, tu te faisais vraiment pas au début, tu te faisais vraiment pas de soucis. Et c'était vrai, il me dit non, moi j'avais confiance, quoi. Puis alors, donc, je passe sur beaucoup de choses, mais une chose qui est pourtant importante pour moi quand j'ai assez de temps pour le dire, c'est qu'avant d'aller à l'hôpital, j'habitais à 50 mètres de chez mes beaux-parents. Et avant d'aller à l'hôpital, donc j'ai confié mon petit garçon de 22 ans à ma belle-mère. Puis ma petite fille qui avait 3 semaines à moi, c'est maman qui devait la prendre. D'accord? Donc, j'avais dit à ma belle-mère, vous savez maman, si vous pouviez lui donner son repas, non pas à midi, mais à 11h30. Parce que tout au début, les enfants, il faut qu'on s'adapte aussi à leur rythme, nous parents. Hein? J'avais remarqué qu'à midi, c'était trop tard pour lui. Il piquait du nez dans son assiette, il avait sommeil. C'était le moment de la sieste. 11h30, il mangeait avec bon appétit. Alors ma belle-mère me dit avec gentillesse, elle adorait ses petits-enfants, vous savez bien ma fille que je vais bien m'occuper de lui. Je dis, je sais maman. Bon, je pense à mon petit garçon qui devait se trouver chez ma belle-mère. Je pense à lui, je suis instantanément près de lui. Je n'ai pas pris conscience et je n'ai pas traversé la ville, même en 4e vitesse, non. Je pense à mon petit garçon, je suis près de lui. On m'a emmené donc sur la table d'opération à 12h30, donc c'était après. Il était en chaise haute, ma belle-mère était en train de lui donner son repas. Son nez tombé dans l'assiette. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser, et pourtant je lui avais dit, quoi, mais sans méchanceté. Oui. Hein. La matinée, elle avait été vraiment perturbée par des allées venues par moi. Voilà. Je pense à ma petite fille qui devait être chez mes parents. 8 jours avant, mes parents avaient déménagé dans une grande maison. C'était au mois de janvier, il faisait très froid. Et la maison, comme papa disait, on n'arrivait pas à réchauffer les murs. Alors, il se faisait beaucoup de soucis pour la petite,
qu'elle n'ait pas froid, quoi, malgré le chauffage mis à fond. Et donc, ma fille, finalement, elle avait été confiée à une tante de mon mari. Puis maman, elle faisait tout ce qu'une maman peut faire. Hein. Elle faisait à manger mon mari, elle faisait ma lessive et tout ça. Et le matin même, mon mari lui avait apporté le drap qui avait été plié entre mes jambes quand j'étais arrivée à l'hôpital. On suivait la trace. Et donc, on m'avait demandé de me mettre sur un fauteuil roulant. Et puis, on me poussait. Je devais pousser les portes avec des vantaux qui étaient devant moi. J'en avais plus la force. Et j'ai eu l'idée de regarder derrière moi, malgré le drap en boule entre mes jambes, je suivais la trace. Et je me suis dit, quand on va s'occuper de moi, il n'y aura plus personne. On n'a pas voulu de moi. J'étais rentrée comme ça. On n'a pas voulu du moi dans le service, je crois, médecine. Je me suis retrouvée dans le service chirurgie, qui m'a renvoyée encore dans le service médecine. Et quand on s'occupait de moi, je n'avais plus que 5 de tension. Voilà. Eh bien, donc, maman avait eu ce drap-là, tout maculé de sang le matin. Et quand j'ai pensé à ma petite fille, je me suis retrouvée là aussi chez mes parents. Et maman était en train de dire à papa, mon Dieu, Nicole s'est complètement vidée. Mon Dieu, dans quel état elle doit être? Et papa disait, vite, j'avais encore un petit frère de 11 ans à l'époque, vite, on va conduire donc mon petit frère à l'école, comme ça on sera là quand elle se réveillera de son opération. Et c'était vrai. C'est là qu'on réalise, c'est dur, c'est vrai que c'est dur pour ceux qui vivent l'expérience au niveau émotionnel, tout ça, c'est beaucoup. Hein. Oui, mais quand on est dedans, c'est bon, peut-être après. Et puis après, je ne peux pas dire, Nassira, comment ça s'est fait, mais je me suis trouvée comme dans un tunnel. C'était comme un vortex qui prenait la forme d'un tunnel. J'ai entendu des bruits violents, j'ai vu des couleurs violentes, tout s'est apaisé. Hein, et tout était, au départ, c'était noir avec ces couleurs violentes, et tout au bout du tunnel, j'ai vu, je dirais, une pointe d'aiguille de lumière. Mais en entendant, avant d'aller vers cette lumière, avant que ça fasse le tunnel, j'étais dans un néant absolu, absolu. Ça n'a rien à voir. Quelquefois, on se trouve, par exemple, dans sa chambre à coucher, on a bien fermé les persiennes, il n'y a pas de ray de lumière qui passe à travers donc les persiennes, on peut dire on est dans le noir. Ça n'a rien à voir avec ça, parce que là, c'était l'univers entier. Je me sentais seule au monde dans l'univers entier. Et là, il y a quelque chose en moi qui appelait. J'ai quelque part, même si ça a duré qu'une fraction de seconde, j'ai eu peur, quoi. Et je me suis rendu compte que là, mais tu es morte, ma fille. Mais non, je ne suis pas morte. Je suis plus vivante et j'étais même 1000 fois plus intelligente que je ne peux l'être ici, quoi. Et là, je me suis rappelée de ce qu'on m'avait enseigné quand j'étais jeune au catéchisme, parce que j'étais élevée dans la religion catholique. On nous disait qu'on vivait jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la résurrection finale. Mais qu'est-ce que c'est la fin des temps? Dans ce néant absolu où il n'y a plus de temps, qu'est-ce que c'est? Une journée, un an, 1 million d'années, 1 milliard d'années, ça n'avait plus de sens, quoi. Voilà. Et là, oui, vraiment, quelque part, j'ai appelé à l'aide. Et là, j'ai vu cette lumière au loin. Et j'étais vraiment propulsée à toute lumière, à toute vitesse, je veux dire. Et puis, pour moi, il faut savoir ça, que ça a été le plus beau moment de ma vie. Parce que au fur et à mesure que j'approchais de la lumière, elle grandissait, elle a pris tout l'espace. Je suis rentrée dedans. C'est le plus beau moment de ma vie. Le plus beau moment de ma vie. Parce que cette lumière-là, déjà quand j'essaye de la décrire, je la désacralise quelque part. Parce que je fais rentrer ça dans le mental. Oui. Alors, c'est de la lumière qui est 1000 fois plus brillante que tout ce qu'on peut dire, mais sans aveugler. Mais en même temps, cette lumière-là, c'est la vie. On rentre dans la vie, on rentre dans l'amour, on rentre dans la sagesse, on rentre dans la connaissance, on rentre dans une paix souveraine. On rentre chez soi. Ça rejoint beaucoup de récits, c'est vrai. Hein. J'étais chez moi. Ouais. J'étais chez moi. Et puis en plus,
Bon, à 26 ans, je n'avais pas eu l'occasion de faire trop d'erreurs encore dans ma vie. Comme tout le monde, on fait des bêtises quand on est jeune, mais c'était tout. Et là, dans cette lumière-là, que c'est un amour absolu, on est comblé, on est restauré. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents aimants. Hein. Bon, on était quatre enfants, 5 enfants, mais nos parents, ils nous ont aimés pour nous, quoi. Et on n'a pas manqué d'amour. C'était pas la richesse chez nous, mais c'était la richesse d'un autre côté, parce que l'amour, c'est une richesse qu'on n'a même pas idée, quoi. Voilà. Et, et malgré tout l'amour que mes parents m'ont donné, que mon mari m'a donné, que mes enfants, mes petits-enfants m'ont donné, parce que j'ai cette grâce-là d'avoir été quand même entourée autour de moi, c'est rien à côté de l'amour qui m'attendait de l'autre côté. C'est rien. Il faut le savoir, ça. Il faut le savoir, ça. Quand tu es de l'autre côté, c'est une petite question, j'ai envie de savoir. Voilà, oui. Quand tu es de l'autre côté, Nicole, tu es encore juste une conscience, une énergie, ou il y a un corps en... Ben, écoute, il y a quelqu'un qui m'a demandé ça quand j'étais par exemple dans la salle d'attente de l'hôpital. Avant, voilà. Bon, je ne me suis pas regardée. Ah oui. Mais je me rappelle avoir mis ma main sur l'épaule de mon beau-père et je vois mon bras et ma main. Alors, ça ne pouvait pas être avec mon corps physique puisqu'il était sur la table d'opération. Donc, je pense qu'on est dans un corps spirituel. Et lorsque je suis allée de l'autre côté, au départ, j'ai vu des êtres qui sont venus vers moi et je me disais, mais je les connais. Je les ai jamais vus sur la terre et je les connaissais. Tu savais que tu les connaissais? Ah bah oui, c'est une évidence absolue. Et pour eux, j'étais comme un livre ouvert. Ils lisaient tout, ils savaient tout de moi, quoi. Et j'avais le sentiment qu'ils me connaissaient depuis la nuit des temps. J'ai vu venir à moi mon petit frère. Mes parents avaient perdu un petit garçon de 7 mois. J'avais 11 ans à l'époque. Oui, tu le dis dans le livre. Ouais. Oui. Et ce qui est bizarre, Nasser, vois-tu, ce qui est vraiment... c'est là qu'on dit que notre corps, comment on appelle ça? J'arrive pas à trouver le mot. Il est comme une éponge, il prend tout. Parce que je sais maintenant que la mort n'existe pas. J'ai vu mon frère, je vais en parler après, j'ai vu mon frère de l'autre côté. Ça n'empêche pas qu'à chaque fois que je parle de mon petit frère, voilà, c'est toujours là quand même. Donc je vois arriver vers moi, de l'autre côté, un jeune homme resplendissant de lumière. Je sais de façon formelle que c'est mon frère. Évidemment, moi aussi, je me suis posé la question, mais d'autres personnes me l'ont posée. Comment je peux être certaine que c'est mon frère alors que quand il est parti, il avait 7 mois, c'était un petit poupon, il était adorable. Mais en vieillissant, disons, les traits peuvent changer, quoi. Il peut être méconnaissable. Je ne peux rien dire. Même si j'avais le monde entier contre moi, mon Dieu, ça n'a même plus d'importance maintenant. Vraiment. Eh bien, je sais que c'est mon frère. Je sais que c'est une reconnaissance d'âme à âme. On ne peut pas l'expliquer. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que dans le domaine dans lequel je travaille, c'est des choses, voilà, il y a des choses, on ne sait pas pourquoi on sait, mais personne ne peut nous faire croire qu'on se trompe, parce qu'on sait, c'est tout. C'est tout. C'est très étrange à expliquer, mais on le sait que c'est ça. Point barre. Exactement ça. Alors, je me suis trouvée dans les bras de mon frère. Il était solide et moi aussi. Ma main n'est pas passée à travers lui. Alors, sur le coup, on vit les choses, on ne se pose pas de questions. C'est plus tard, je me suis dit, mais comment est-ce possible? Et c'est là que j'ai eu besoin de tout un enseignement plus spirituel que religieux. Oui. Voilà. Qui explique un petit peu l'anatomie spirituelle de l'être humain, qu'on vit sur d'autres dimensions. Finalement, la physique quantique, elle nous parle de tout ça d'une manière scientifique. Et puis que, eh bien, dans cette dimension-là, ce qui faisait sa réalité, c'était ma réalité aussi. Donc, tous les deux, on était vivants et denses quelque part, même si c'est d'une manière plus subtile. Voilà. Et donc, je me suis trouvée dans les bras de mon frère et je lui ai dit, si papa et maman pouvaient te voir, qu'est-ce qu'ils seraient heureux, parce qu'ils en avaient énormément souffert. Moi aussi, à cette époque. Alors, il m'a dit qu'il nous avait toujours guidés, toujours suivis, toujours aimés. Et là, c'était magnifique parce que
c'était pas aimer par rapport à l'amour qu'on a ici, humainement sur la terre. C'est déjà beaucoup, hein. L'amour entre un homme, une femme, entre une maman et ses enfants, c'est énorme. Mais c'est bien plus encore parce que de l'autre côté, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de possessivité. Il nous aime pour nous, quoi. Voilà. Et on se parlait comme ça, mais Nacira, c'était même pas se parler. C'était même pas, comme on dit quand qu'on échange de pensée à pensée. Voilà, c'était même pas de la télépathie. C'est encore plus que ça. Parce que moi, la télépathie, c'est émettre des pensées, voilà, et puis recevoir les pensées des autres. Voilà, c'est un échange de pensées. Tandis que là, c'était des pensées et des sentiments. C'est-à-dire que il devenait moi et je devenais lui. Ça y est, je vois. C'est comme la médiumnité que je fais. C'est une osmose totale. Ce que je suis, j'ai même pas besoin de le dire avec des mots. Ça rentre dans lui, puisque ça rentre dans moi. Et c'est pour ça alors que Jésus nous dit, quand tu fais du mal à l'autre, tu te fais du mal à toi. Mais bien sûr, parce que sur un autre plan, voilà, c'est comme ça. Et j'ai rencontré, et donc c'était magnifique parce que j'ai compris l'amour qu'il avait pour nous de l'autre côté, qu'on ignorait. C'est pour ça que cette expérience, j'ai eu pendant très très longtemps envie de la garder pour moi. Parce que quand j'en parle, les mots, c'est pas encore à la hauteur de ce que je voudrais dire. C'est pas le même impact que ce que tu as vécu. Voilà. Et donc, je me sens impuissante comme ça à parler d'une telle expérience. Et puis, je me dis, mais quand je vais mourir vraiment pour de bon, là, hein, voilà, mais je ne sais pas, je n'ai pas le droit de garder ça pour moi. Même si les gens ne comprennent pas à 100%, je me dis, bah, au moins, j'aurais transmis ça, puis chacun en fera ce qu'il voudra, quoi, après. Voilà. Non, 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 parce que j'aurais pas été fière de moi si je ne l'avais pas fait, malgré toutes les difficultés que quelque part ça m'a coûté aussi. Donc voilà, donc je me suis retrouvée dans les bras de mon frère et voilà, j'ai pensé à tout l'amour qu'il nous donnait. J'ai rencontré aussi le frère de mon mari, Jacques, qui est décédé à l'âge de 25 ans suite comment, il s'est noyé. Donc, il était parti avec un copain, donc un dimanche après-midi, et puis voilà, puis il n'est pas revenu. Alors, pour mes beaux-parents, là aussi, c'est une tragédie. Mon mari avait 14 ans à l'époque. Donc, je ne connais ça, c'est Jacques que sur photo. Je ne l'ai jamais connu de son vivant. Et là, il vient vers moi. Et je le reconnais tout de suite parce que c'est la même tête que mon mari, que mon beau-père. Donc, voilà, je le reconnais tout de suite. Et donc, ben, voilà, on a échangé. Et je me suis rendu compte qu'il m'aimait beaucoup, Jacques aussi. Mais c'est fou, quoi. Tout ça, c'est fou. Et puis, je ne peux pas dire, je dis et puis, mais non. Là, c'est pareil, là, comment dire ça? Je suis obligée d'employer des mots qui se succèdent. L'expérience, tout est là en même temps. C'est vrai, c'est drôle. C'est vrai qu'on n'arrive pas à assimiler l'information comme tu nous la donnes. Non, c'est... Voilà. Moi, je suis obligée d'employer tout ce qu'il y a de terrestre pour communiquer la parole, le temps, le mouvement. Oui. De l'autre côté, je vis cette grande expérience où tout est là en même temps. Dans un présent. Dans un présent, à la limite, plus tard, j'ai essayé de partager ça avec mes enfants quand ils étaient étudiants, parce que le concept de l'espace-temps, c'est difficile à comprendre. Oui. Je leur disais, mais imaginons qu'on vient de découvrir une source. Oui. La source se transforme en ruisseau. Et admettons que elle s'écoule pendant 15 km avant de se jeter dans la mer. Si nous, on marche sur les berges de la source, du ruisseau pour aller à la mer, il nous faudra 15 km, un certain temps, disons. Hein. Oui. Un avion qui est en haut, il voit la source, le ruisseau, la mer. Oh, c'est super comme explication. C'est super. Et maintenant, je comprends pourquoi dans la médiumnité, on a du mal à donner le temps. Parce que des fois, on va donner des informations, on se dit, écoutez, on pense que d'ici là, 6 mois, 1 an. Et alors qu'en vrai, nous, on a l'impression que ça y est, il faut attendre comme ça, comme ça. Alors qu'en vrai, tout se joue en même temps. Et peut-être que c'est encore 1 an après ou 2 ans après, parce que de l'autre côté, le temps n'existe pas. Oui, bien sûr, je pense aussi. Alors, tu vois, Nacira, donc, c'est la difficulté pour moi de parler de tout ça. Oui.
Voilà, et je me suis trouvée dans un très très beau jardin, ça je ne l'oublierai jamais. Mm. Il y avait, si je regarde par exemple un brin d'herbe, c'est beau un brin d'herbe, c'est vert, c'est allongé, etc. Là en plus il y avait des molécules de vie, de lumière à l'intérieur. Et ce brin d'herbe-là, il y avait plus de lumière autour de lui. Mm. Les fleurs, il y avait d'autres fleurs avec d'autres couleurs pastel que je ne connais pas, mais des belles couleurs pastel. Je me suis assise près d'un ruisseau. L'eau, c'était de la, je peux pas dire, c'était de la lumière d'eau. Si je parlais, mes sons, si je parlais, les sons devenaient couleurs, les couleurs devenaient sons. Il y avait comme une harmonie, il n'y avait que la vie. Et à la limite, je peux faire bondir les gens qui m'écoutent, évidemment, mais je n'étais pas plus importante qu'un brin d'herbe, qu'une note de musique, qu'une goutte de rosée. J'étais la vie, tout simplement. Non, je le conçois complètement. J'étais fondue dans la vie. Oh. Et là, donc, je dis et là, mais je ne peux pas faire autrement. J'ai revu toute ma vie à l'envers de de mes 26 ans à l'époque, à la naissance. Mais en même temps, on me montrait tout ce qui est. C'est comme si j'ai vu, si vous voulez, si tu veux, la formation de la Terre. Oui. Voilà. J'ai vu des géants qui marchaient sur la Terre. Je peux pas même, ça passait trop vite. On me parlait de civilisations disparues. Je retiens l'Atlantide, c'est tout. On me parle de comment de Jeanne d'Arc. Je sais que c'est une grande figure spirituelle. Je te coupe juste parce que c'est drôle que tu précises l'Atlantide. Oui. Parce que là, j'ai fait ma formation là, ce week-end, Oui. donc j'ai eu vie stagiaire, et pendant la formation, ils m'ont mis une chanson dans la tête. La chanson, c'était Les Mondes Engloutis. Ah. Et on l'a eu pendant l'armée, pas l'armée, le 14 juillet, Les Mondes Engloutis. Oui. Et on m'a remis, non, c'était pas. Alors, pendant le 14 juillet, ils ont mis à la fin du défilé du 14 juillet des enfants qui chantaient Les Mondes Engloutis. Et ils étaient positionnés d'une manière où ils formaient oh mince, ça s'appelle Punisher. Comme ça, on nous faisait comprendre que bientôt, ceux qui nous font du mal en ce moment vont être punis. Et donc, il y avait l'armée, les pompiers, la police et tout ça. Et moi, ce week-end, pendant que j'avais mes élèves, ils m'ont mis la musique de Les Cités d'Or. Enfant, enfant du soleil, ton destin est sans pareil, l'aventure t'appelle, Oui. ton pas et court vers elle. Donc, comme si on nous remettait en ce moment des chansons des autres mondes, des autres vies, des autres civilisations qui avaient déjà des réponses sur ce qu'on vit en ce moment. Et parce qu'on est peut-être en train de revivre. Voilà. Ce qu'ils ont expérimenté, ce qu'ils ont vécu. C'est pour ça que je rebondis. Je m'excuse, mais voilà, je me dis comme si tu me rappelais ça. Et oui, en ce moment, on nous fait comprendre qu'on est en plein dedans. Ah oui, on est en plein dedans. Et c'est pour ça qu'en ce moment, bon, je fais une aparté, je reviendrai à mon expérience après. C'est pour ça qu'en ce moment, je reçois énormément de mails, voire de coups de fil de personnes qui me disent, Madame Dron, je suis en train de relire votre premier livre. Ils me disent, vous parliez de la peste, et puis, enfin, vous parliez d'un chômage qui s'étendrait sur le monde entier. Et la peste, est-ce que vous croyez que la peste, c'est le Covid-19? Je leur dis, j'en sais rien. On m'a déjà posé la question au sujet du sida. On n'a pas donné de nom de l'autre côté. Je vais en parler là tout de suite après. Voilà. Oui, alors donc on me montrait l'évolution de la Terre. Donc je voyais donc tout ça, quoi. Et notre Terre, c'est quelque chose de merveilleux. Mais on me disait donc en 1968, donc encore plus maintenant, qu'on était déjà en 1968 à la croisée des chemins, que nous avions une grande technologie, mais peu de conscience et de fraternité. On me montrait tout ce qui risquait d'arriver si on ne changeait pas. Pour moi, le si, c'est quelque chose que je marquerai en grand, souligné 3 fois. Hein. Dans le livre, c'était en 1989, tu nous disais déjà tout ça. Et oui, bien sûr, parce que j'ai vécu cette expérience en 1968. Bon, bah, je sais tout ça depuis 1968. Donc, on me disait qu'il y aurait, que notre Terre, donc en 1968, on avait beaucoup de technologie,
mais peu d'amour et de sagesse. Et que si on ne changeait pas, si, parce que notre si, c'est notre part de libre arbitre. C'est notre part de prise de conscience. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on m'a montré arrivera. Ça me disait, c'était plutôt qu'on me prévenait, justement pour éviter que ça arrive. On nous incitait tous à changer quelque part, à devenir beaucoup plus conscients et beaucoup plus fraternels, quoi. Et on me montrait tout ce qui risquait d'arriver si on ne changeait pas. Et c'est vrai qu'on m'a montré un chômage qui s'étendrait sur le monde entier et aussi une peste. Et aussi une peste. Voilà. Et donc, on m'a montré aussi je voyais des cataclysmes, des tremblements de terre, des tsunamis, des éruptions volcaniques, des choses qu'on voit maintenant, mais peut-être encore plus fort. Il y a une chose aussi qui m'a beaucoup interpellée et qu'on est en plein dedans, malheureusement. Je dis malheureusement parce que je n'aurais pas voulu que ça arrive, c'est qu'on me montrait une violence inouïe. On voit que ça commence. Ça avait déjà commencé, mais là, ça prend une nouvelle image avec ce qui se passe en ce moment. Oui, il faut essayer. Je veux dire à toutes les personnes qui m'écouteront, puis qui écoutent d'autres, essayez de mettre la sérénité en soi, le calme, tout ça. C'est pas par des mouvements comme ça, guerriers, révolutionnaires et tout. On peut être, on peut voir les choses telles qu'elles sont. Hein? On peut voir les ténèbres, mettre de la lumière dedans, hein? Mais on peut faire ça calmement. Voilà, c'est très important de ne pas se laisser motiver par la peur, par la violence, par le œil pour œil, dent pour dent. On est bien autre chose que ça. Cette expérience m'a montré que sur un autre plan, tout est beau en nous, tout est serein, tout est paisible et tout ça. Et c'est ça, il ne faut plus retomber dans d'anciens schémas où c'est la force, où c'est la guerre, où si tu ne penses pas comme moi, on va prendre les armes. Enfin, j'exagère, mais pas beaucoup. Non. Il faut remettre la paix en nous, la sérénité, ne pas se laisser motiver par la peur. Il faut savoir qu'on a tout en nous, quoi, tout simplement. Mais c'est vrai qu'on me montrait une immense violence. Quand j'en ai parlé à mon mari, bien des années après, je lui ai dit, tu sais, malheureusement, si un jour il y avait la famine chez nous, tu sais, on me montrait de l'autre côté des bandes armées qui viendraient violer, voler, piller. Mon mari m'a dit, écoute, arrête, on n'est pas en Amérique ici. Voilà, on pourrait en arriver à ça si on laisse nos instincts primitifs prendre le dessus. Mais on a une sagesse, on a un cœur. Voilà. Et j'ai aimé à un moment dans ton livre, tu expliques à ton fils le je suis. Ah oui. Oui, j'ai adoré, ça m'a fait pleurer. C'est comme si j'avais pris conscience de ma part divine, quoi. Je veux que tu le dises avec tes mots, j'ai adoré. Oui, parce que avant de le dire, tu me remettras dans le courant. Avant de le dire, donc on me montre tout ce qui risque d'arriver, tout ça. Oui. Et je sais que ce n'est pas quelque chose d'inéluctable, mais quelque chose qu'il faut prendre conscience pour pouvoir transformer tout ça en nous et autour de nous. On me montre aussi que la vie est partout dans l'univers. Voilà. Que quand je mourrai, on ne me demandera pas de quelle religion, de quelle race, de quelle philosophie je fais partie, simplement comment j'ai aimé et qu'est-ce que j'ai fait pour les autres, parce que seule la qualité d'être d'un individu est importante. On me disait que le Christ allait revenir sur la terre et que c'était imminent. Et moi, le Christ, bon, on pourrait penser, cette dame-là, elle dit qu'elle est non pas au-dessus des religions. Je ne suis pas au-dessus des religions, je suis au-delà de l'aspect institutionnel des religions. Pour moi, il n'y a qu'une seule religion, l'amour. Exact. Voilà. Ce que les hommes font de ça, qui rentrent dans l'institution, il peut y avoir des erreurs parce que tout le monde, on est humain. Mais il y a une chose, voilà. Et quand on me disait que le Christ allait revenir sur la terre, je comprenais parce qu'on le sent, on a l'information qui vient en nous, c'est quelque chose qui vous prend, voilà, qui vous pénètre. Et je ressentais, on me disait que le Christ, eh bien, Dieu était la force, le mouvement et la vie. Voilà. Et le Christ, c'est la
plénitude de Dieu dans chaque être humain, dans tout ce qui vit. Et voilà. Voilà. Et je pleurais parce que j'ai compris qu'on l'appelle le Christ, qu'on l'appelle autrement, ça n'a aucune importance le mot. Mais j'ai compris que c'était ça qu'il était. L'important sur la terre, c'est pas d'avoir une belle voiture, une belle maison, etc. Ce sont des moyens de vivre, mais il ne faut pas s'attacher plus que ça à ces moyens-là. C'est de réaliser en nous cette plénitude que j'ai ressentie de l'autre côté. Et cette plénitude, c'est l'amour et la sagesse en même temps, quoi. C'est ça, cette plénitude-là. Et donc, le Christ, c'est tout ça réalisé en nous. Et nous, on est comme si c'était une rose, on est un pétale de rose, on est le cœur d'une rose, il faut le laisser s'ouvrir. Et j'ai compris que si chacun, individuellement et collectivement, on faisait ce travail-là, fini les guerres, fini toutes les horreurs qu'on m'a montrées, qui pourraient, je n'ai pas dit qui arriveraient, qui pourraient arriver. Parce qu'on a cette part à réaliser en nous. Ouais. Et je pense que tu as parlé de l'Atlantide. Moi, après, bien sûr, sur le coup, je ne savais pas grand-chose de l'Atlantide. Mais après, bien sûr que je me suis intéressée, j'ai lu des ouvrages là-dessus. Et d'après les ouvrages, il paraîtrait que nous sommes des anciens Atlantes réincarnés, tout simplement parce qu'on a manqué notre examen. Oui. Hein, on s'est laissé engluer dans la matière, dans le pouvoir, dans le sexe, dans ceci, dans cela. Je ne suis pas là pour juger, mais on s'est laissé engloutir dans tout ça. Et là, voilà, on a une seconde chance quelque part. Il ne faut pas la louper, quoi. Oui, je pense à ça. Alors donc, qu'est-ce qu'il ne faut pas que j'oublie? Oui, pour mon fils. Pour mon fils. Parce que j'en parlerai tout à l'heure, on me parlait du « je suis ». Mon fils, une fois, me dit, il était adolescent comme ça. « Maman, c'est bien beau tout ce que tu me dis, bien sûr. Hein. Mais moi, si tu me demandes qui je suis, je vais te le dire tout de suite. Hein, c'est pas compliqué, qu'il dit mon fils. » Avec la superbe arrogance de l'adolescence. C'est magnifique. Hein, on a tous été comme ça. Alors, je lui dis, bah oui. Et je dis, écoute, alors, qui es-tu? Bon, ben, je m'appelle Thierry, etc. Donc, je mesure 1 mètre et combien? 1,84 m, je crois. Hein, donc, j'aime la biologie moléculaire, le judo, voilà. Il se définit par rapport aux critères que de tout le monde, quoi. Ouais. Assieds-toi, mon gamin, je lui dis. Oublie ton nom, oublie ton prénom, oublie ton sexe, oublie ton âge. Oublie ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce que tu voudrais faire, ce que tu voudrais pas faire, etc., etc., etc. On a pris le temps. Qu'est-ce qui reste? J'existe, maman. Ben voilà, c'est je suis. J'existe, maman. Et bien voilà, c'est ça qui est important. C'est cette vie que tu ressens en toi. C'est une vie, quoi. C'est magnifique parce que la vie, elle est l'amour, elle est la connaissance, et elle est la vie, quoi. Il y a tout ça. Dans la lumière, il y a tout ça. Il y a l'amour, la vie, la connaissance, la force. Il y a ça. J'existe. Voilà. Et c'est ça qu'il faut retrouver en soi. Le je suis, le j'existe. Alors, j'ai vu un être venir vers moi, la Serra. Et ça, c'est un beau moment de ma vie. Je me rappelle que Sonia m'avait demandé à ce fameux congrès de Martigues, le 17 juin 2006, de parler j'arrive pas à trouver mes mots, il y a des moments, de ma revue de vie, de l'autre côté, de ma revue de vie. Si pour moi, qu'est-ce qui a été le plus important dans cette expérience, c'est la revue de vie. Bien sûr que dans cette expérience, j'ai pris conscience qu'on ne meurt pas. Mais que de savoir que notre vie, mais elle est importante ici sur la Terre. Comme je le disais tout à l'heure, c'est pas boulot, métro, dodo. C'est pas bon, ben on va bien en profiter, quitte que ce soit aux dépens des autres. Voilà, c'est pas ça. Notre vie, c'est d'une importance extrême. Et donc, c'est bizarre parce que j'ai vu ma vie à l'envers, mais
de mes 26 ans à ma naissance, pas de ma naissance à mes 26 ans, de mes 26 ans à ma naissance. Je repassais par toutes les pensées, tous les sentiments, toutes les émotions, tout qui était à la base de toutes mes actions finalement. Là, je pouvais, parce que quelquefois on fait quelque chose de bien, mais si on va bien gratter tout au fond, ça peut être bien pour l'entourage, mais c'est moins bien, c'est moins pur tout au fond de nous-mêmes. Ça arrive, là on ne peut rien cacher. Et quand j'avais fait quelque chose de bien, j'étais dans le cœur de la personne à qui j'avais fait du bien. Parce que de l'autre côté, il n'y a pas des corps qui nous séparent les uns des autres. Je suis moi, je suis tout en même temps. Je suis comme un sucre fondu dans l'univers. Je ne perds pas la notion d'être moi, mais l'univers rentre en moi. Je suis dans l'univers et l'univers rentre en moi. Alors, si on souffle, je vais souffler sur une feuille, et bien automatiquement ça aura un impact. Tout ce qu'on fait, la moindre pensée, c'est pour ça qu'on ne peut pas s'empêcher d'avoir des pensées, bien sûr, mais il ne faut pas alimenter des pensées qui ne sont pas belles, parce que quelque part, elles sont vivantes sur un autre plan. Oui. Voilà. Et tout ce que j'avais fait de bien, eh bien, envers quelqu'un, j'étais l'autre personne qui recevait le bien que j'avais fait. Quand j'avais été désagréable, puis ça m'est arrivé, bien sûr, hein, et comme je ne suis pas une sainte encore, il y a encore des moments où ça m'arrive d'être désagréable, même si je ne le veux pas. Bon, eh bien, mais là, je le sais. Là, avant, on peut dormir sur ses deux oreilles quand on n'a pas fait une telle expérience. Tandis qu'après, ça nous rend conscients. Voilà. Oui. Et bien, quand j'avais fait quelque chose de désagréable, j'étais dans le cœur de la personne à qui j'avais fait du mal. Et je voyais, quelquefois, on fait du mal au cœur à quelqu'un sans le vouloir, sans s'en rendre compte vraiment. Et de l'autre côté, on est dans son cœur et on le sait. Et en même temps, je dirais, c'était comme si moi, Nicole Dron, j'étais deux personnes, la même personne, mais j'étais l'autre partie de moi-même, celle qui me regarde vivre. Oui. Voilà. Certains diront l'âme, le soi, la conscience, hein, mais je me regardais vivre. Et j'avais cette propriété en me regardant vivre, eh bien, de ne pas m'excuser. Parce que sur la Terre, même si on fait un petit travail de conscience en se disant, oui, bon, cette personne a réagi comme ça, mais si je n'avais pas enfoncé le clou, peut-être que ça aurait été différent. Bon, mais on arrive tout le temps à s'excuser parce qu'on ne sait pas se mettre en dehors de soi. Finalement, on s'aime beaucoup, on se dit, oui, mais s'il n'avait pas fait ça, moi, j'aurais pas fait ça. Et on a toujours quelque chose pour s'excuser. Voilà. Tandis que là, j'étais vraiment, mais vraiment, comme si je regardais quelqu'un d'autre que moi qui était moi, mais vraiment. Voilà, avec toute la distance nécessaire. Et là, je pouvais me voir avec un regard neuf. Voilà, et de savoir quels étaient qu'est-ce qui est disjoncté en moi, qu'est-ce qu'il fallait réparer, qu'est-ce qu'il fallait remettre sur place. Voilà. Et là, j'ai compris que dans l'amour, parce que quand je suis rentrée dans la lumière, eh bien, je suis rentrée dans l'amour. Mais un amour qui ne juge pas, un amour soleil, tout simplement. Il comble, il restaure, il ne juge pas. Mais quand j'ai revécu le bilan de ma vie, eh bien, j'ai compris, peut-être que cet amour ne juge pas, mais c'est nous qui prenons conscience de la distance qui nous sépare de l'amour. On prend conscience de ça. Et j'aurais tout donné à ce moment-là, bien pour pouvoir réparer certaines choses, même si ce n'était pas méchant. J'ai évalué ma vie par rapport à ce qu'elle aurait pu être si j'avais toujours vécu dans l'amour et dans la conscience. J'ai évalué ma vie. Et j'ai compris que l'amour, eh bien, cet amour-là comprend une partie de, non pas de punition, mais de justesse. Je ne dirais même pas de justice, je dirais être juste par rapport à l'amour. Il y a un axe.
Et par rapport à cet axe-là fait comme un enfant. Tu as eu des enfants, j'ai eu des enfants. Ils sont adorables, mignons. Il y a des moments, ils font des bêtises. On n'est pas un bon parent, par exemple, en accueillant toutes leurs bêtises parce que c'est notre enfant. Non, oui. Notre devoir, c'est de dire non, c'est pas bien ce que tu fais. Toi, je t'aime, mais j'aime pas ce que tu as fait. Ah, c'est comme ça que je veux le dire à mes filles. Voilà. Et pour ça, tu seras puni de ça. Mais c'est pas parce qu'on ne leur veut pas du mal. Oui. On ne veut même pas les punir. Oui. On veut redresser quelque chose en eux. Et bien là, c'est pareil. Dans l'amour, il y a ce côté justesse. Voilà. Pour notre bien. Même si ça nous fait souffrir. Ouais. J'adore ta façon d'expliquer les choses. C'est drôle, c'est comme si ça devenait très simple. Et c'est vrai que tout est amour à travers ta façon de l'expliquer. On a l'impression que tout devient simple. Tout devient... Ah, ben, je suis contente. Si on fonctionnait comme ça, bien ça y est, tout serait plus fluide, plus léger, plus agréable. Et c'est là qu'on dit, mais qu'est-ce qu'on se complique la vie? On se complique la vie. Parce qu'à la fin d'une vie, on va pas, Nassira, on va pas mourir avec notre voiture, même si elle est en or, hein, même avec nos dents en or. Et même si on fait un cercueil en or. C'est ce que je dis tout le temps, je m'attache à rien parce que le jour où je partirai d'ici, je partirai toute nue, les mains dans les poches. Voilà. On n'emmène rien avec nous. Et ce qui sera beau, ce sera la lumière qui se dégagera de nous, c'est nos vêtements de lumière, quoi, mais qu'on aura brodé sur la terre par le travail qu'on aura fait intérieur. C'est ça qui est important, c'est ça. Je me souviens de ma mère qui disait il ne faut pas dire des méchancetés des gens, il ne faut pas être méchant. Elle dit juste, tu dis quelque chose de méchant sur quelqu'un, c'est comme l'effet d'une tornade dans l'océan. Tellement c'est une énergie qui n'est pas belle. C'est vrai, c'est vrai. Depuis que je suis enfant, je fais attention. Quand je parle à quelqu'un, j'essaie d'être toujours diplomate. Je me dis tout le temps, en plus, je fais à l'autre ce que je voudrais qu'on me fasse et je ne fais jamais ce que je ne voudrais pas qu'on me fasse. Et donc, quand je vais parler, parce que je suis un peu fâchée ou des fois dans l'agacement, je fais toujours attention quand même de rester diplomate, de poser les mots. Voilà. Ça me fait penser à des amis. Le monsieur est décédé déjà depuis un moment, mais quand j'allais chez eux, c'était le bonheur. Et franchement, jamais il disait du mal de personne. Puis un jour, la dame m'a avoué que tous les jours au soir, il faisait Radio Vipère. Je dis quoi? Il faisait Radio Vipère. Elle dit oui, pendant 5 minutes, on se donne le droit, l'un et l'autre, de dire t'as vu un tel, t'as vu ce qu'il a dit, t'as vu ceci, cela. Puis après, ça y est, c'est parti, on n'en parle plus. Ah, d'accord. Ah, c'est bien ça. Ils se soulagent. Voilà. Ils se soulagent peut-être d'une tension, etc., mais ils ne vont pas alimenter cette tension. J'ai ri sur le coup, j'ai éclaté de rire. C'est intéressant, ça peut être un exercice. Ça peut être un exercice aussi, voilà. Oui, alors donc, je voyais, donc, et puis cet être-là, c'est comment? Quand j'ai fait le bilan de ma vie, bon, je comprenais ça, et puis un être est venu vers moi, mais j'avais l'impression que cet être-là, j'avais l'impression que c'était tout l'univers qui se mettait à ma portée, je dirais tout le temps, sous la forme d'un être que notre cœur aime. Oui. De quelle que soit la religion qu'on soit ou pas, sous la forme d'un être que notre cœur aime. Il m'a demandé comment as-tu aimé, qu'as-tu fait pour les autres. Alors bien sûr, c'est pas quelque chose, il faut pas être sorti de Saint-Cyr, comme on dit, pour comprendre ça. Mais je sais que je n'ai pas encore compris à fond. Parce que quand on met en application comment as-tu aimé, comment t'aimes-tu, de quelle manière déjà tu t'aimes, de quelle manière tu aimes les autres, est-ce que tu les aimes vraiment pour eux, ou est-ce qu'il y a une partie encore égoïste en toi, est-ce que tu attends quelque chose d'eux, ou est-ce que tu es dans le don total, est-ce que plus tard en lisant un livre, ça devait être d'Emerson, oui, ça doit être de Bergson ou d'Emerson, je ne sais plus bien, mais faire tout le bien qu'il y a dans l'individu. Comment as-tu aimé? Faire tout le bien qu'il y a dans l'individu. Et dans tout ce qui existe au monde, faire tout le bien. Faire grandir la vie en chaque être humain. Pour moi, c'est le résumé de comment as-tu aimé, qu'as-tu fait pour les autres. Ça nous rappelle la fin du film dans Ghost, quand le héros s'en va et qui dit « C'est beau, on emporte l'amour qu'on a en soi ».
Oh là là, j'en ai pleuré quand j'ai vu Ah ça. oui, Parce j'ai que c'est pensé à ça. exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Mm. Alors oui, bien sûr, cet être-là, bon, ben, moi je le chéris dans mon cœur, évidemment. Et ça, pour moi, c'est une phrase clé. Comment as-tu aimé, qu'as-tu fait pour les autres, quoi. On peut se servir uniquement de ces deux phrases-là pour toute une vie, tout simplement. Ouais. Et puis, on m'a montré le futur de ma vie. Et puis, bon, je ne peux pas faire autrement. J'ai vu mes enfants grandir. En tant que maman, de l'autre côté, je me dis, qu'est-ce qu'ils sont bons. J'ai vu que mes beaux-parents et ma grand-mère, bon, à 3 ans près, ils avaient le même âge, que quand ils quitteraient la Terre, ce sera presque en même temps, tous les trois, dont 2 à 3 semaines d'intervalle. Et ça, évidemment, quand j'ai dit ça à mon mari, c'était bien avant que ça arrive, bien avant. Et ça, il m'a avoué plus tard que pour lui, qui est encore assez rationnel, je l'appelle mon saint Thomas en rigolant, bien sûr, il est rationnel. Pour lui, ça a été une clé parce que 3 semaines d'intervalle, mon beau-père est décédé le mardi 27 janvier 81, et 3 semaines après, un mardi, ma grand-mère partait. Ouais. Et à la fin d'année, après, c'était ma belle-mère. Ouais. Ça, tu ne pouvais pas. Je ne pouvais pas le savoir. C'était Enfin, une preuve. voilà. Si on ne me l'avait pas dit et montré, je n'aurais pas pu le savoir. Mm. J'avais dit à mon mari, tu sais, nos 2 enfants, ils vont écoute, je ne sais plus bien, c'était plus net dans ma tête, mais soit ils vont se casser une jambe, soit ils vont avoir l'appendicite, quelque chose comme ça, tous les deux. En rien de temps. À 1 an d'intervalle, ils se sont cassés tous les deux une jambe. Ouais. Je m'en souviens aussi. C'est fou. Oui, c'est fou. On me disait que ça aussi, c'était important pour moi, qu'on revenait sur la terre tant qu'on n'avait pas acquis assez d'amour et de sagesse. J'ai été élevée dans la religion catholique traditionnelle. On me demande, après une telle expérience, quelle est ma position par rapport à l'Église catholique. Et évidemment, je ne vais pas renier les trésors qu'il y a dans ma propre religion, comme les trésors qu'il y a dans d'autres religions, quand c'est l'amour qui est dedans. Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, je ne suis plus limitée par l'institution religieuse. Exactement. Hein? Alors, je disais quoi? Parce que j'ai dit quelque chose. Comment as-tu aimé? Et alors, je ne sais plus ce qui m'a amené là. alors attends. Ah oui, on me disait quelle est ma position par rapport Que à... tu revenais sur Terre tant que tu n'avais pas appris à aimer. Voilà. Mais dans la religion catholique, il est vrai qu'on n'enseigne pas la Renaissance. Oui. Voilà. Et de l'autre côté, on m'a montré, je n'ai pas vu des vies entières, mais on m'a montré des tranches de vie que j'ai vécues avant. D'accord. Voilà. Et on me disait qu'on revenait tant qu'on n'avait pas acquis assez d'amour et de sagesse. J'ai une amie qui a vécu la même expérience que moi, qui m'est très chère, cette amie-là. On lui a montré ça, le concept de renaissance d'une autre manière. On lui a montré une grande roue dans laquelle était marqué vie, mort, vie, mort, vie, mort. Quand elle regardait le mot vie, elle se rappelait une autre vie antérieure. Et quand elle regardait le mot mort, elle se rappelait de l'intervalle entre 2 vies. Et elle voyait une main d'un seul coup qui s'échappait de la grande roue. Quand un certain travail est fait à l'intérieur, qu'on n'a plus besoin des expériences terrestres. Voilà ce qu'on me montrait. Et puis, bien sûr, comme disait que le Christ allait revenir sur la terre, et à un certain moment, j'ai eu le sentiment de rentrer de plus en plus profondément en moi, de m'intérioriser de plus en plus profondément. Je comprenais, c'est fou ce que je dis, je comprenais tout. Je comprenais des concepts, il m'aurait fallu des années d'études sur la Terre, mais là, on a la connaissance qui rentre en nous. Quand j'étais contente, parce que quand je prenais conscience que j'avais compris plein de choses, et ben ça se poursuivait encore plus loin. Et le décor autour de moi changeait. Et à la fin, je me suis trouvée dans une ville de lumière, d'or et de pierres précieuses. Magnifique. On aurait dit que l'air, c'était subtilement de l'or. C'était magnifique. Et là, on m'a remontré encore ma vie. D'autres aspects, les mêmes aspects, mais sous des angles différents de ma vie. On m'a demandé
si je voulais rester de l'autre côté ou si je voulais revenir sur la terre. Alors, ça peut vraiment choquer beaucoup de personnes parce que j'avais un mari que j'adorais puis 2 petits-enfants. Malgré ça, si j'avais pu rester de l'autre côté, je l'aurais fait. Alors, ça me fait mal au cœur parce qu'un jour, mes enfants m'ont dit, mais maman, et alors nous? Tu ne pensais pas à nous? Mais bien sûr que si, mais c'était comme si ils étaient en moi, les enfants. Moi, je n'aurais pas été séparée d'eux, comme une grosse poule avec comment les ailes étalées, puis voilà, mes enfants à l'intérieur de moi, quoi. Voilà. Et si j'avais pu, donc m'agripper, je dirais, à l'aspect le plus subtil de moi-même, à la pointe de l'âme, comme je dis, hein, eh bien, j'aurais pu remettre mon mari et mes enfants dans les bras de la providence divine, en sachant que tout aurait été bien pour eux. Mais si je revenais, si je redescendais un peu dans la conscience humaine, dans ma conscience humaine, alors là, je ne voulais pas que mes enfants soient orphelins. D'accord. Je ne voulais pas qu'ils souffrent de l'absence d'une maman. Je ne voulais pas qu'ils tombent des bras. C'est comme si tu voulais expliquer qu'il y a des paliers. Comme s'il y avait des paliers. Et de compréhension de l'expérience humaine. On peut dire des paliers, on peut dire en même temps comment des dimensions. La conscience. Quand j'étais dans ma conscience divine, oui, tout était bien. Voilà. Même si dans ma conscience terrestre, ça n'allait pas. Mais tout était bien parce que je voyais le résultat de tout dans le temps, dans les âges, voilà. Tout était à sa place. Si je revenais dans la conscience humaine, je ne voulais pas que mes enfants souffrent de l'absence de leur maman. Je ne voulais pas qu'ils tendent les bras à une autre maman que moi. Eh bien oui. Hein. C'est fou. Et c'est là qu'on voit que dans l'expérience humaine, on est dans l'ego. On est dans l'ego. Je voulais que mon mari soit heureux, bien sûr, mais surtout pas dans les bras d'une autre femme. C'est dingue. Mais oui, bien sûr. Voilà. Et je ne sais pas si c'est mon incapacité à rester, ce que j'appelle moi, à la pointe de l'âme, qui a fait que je suis revenue après dans mon corps. Hein. Mais on m'a dit que de toute façon, que si j'avais accepté de rester de l'autre côté, j'aurais toujours pu être dans le cœur de mes enfants. Et alors là, je remercie un monsieur qui m'a fait une très belle lettre. Je lui ai demandé d'ailleurs la permission d'en parler, j'en parle à chaque fois. C'est un monsieur belge. J'avais été donc faire une conférence donc en Belgique et ce monsieur-là m'avait fait une belle lettre en me disant, vous savez Madame Dron, quand vous avez dit que vous auriez toujours pu rester dans le cœur de vos enfants, moi j'étais au fond de la salle derrière un pylône et je pleurais. Je pleurais parce que j'ai perdu récemment ma femme. Il avait plusieurs enfants, il avait encore une petite fille de 11 ans à l'époque et il dit, quand ma femme était à la maison, évidemment elle allait souvent dans les hôpitaux. Mais quand elle revenait, ma petite fille, quelquefois, elle venait dans le lit le soir pour faire un gros câlin à sa maman parce qu'elle sentait qu'un jour, maman ne la verrait plus. Quoi. Et puis, sa maman est partie. Et au bout d'un mois, le papa a constaté que la petite fille, elle n'avait pas de chagrin comme il pensait qu'elle aurait eu du chagrin. Elle était même sereine. Alors, il lui a dit à sa petite fille, mais enfin, je ne te comprends pas. Maman n'est plus là. Mais tu ne pleures pas? Tu ne t'ennuies pas? Tu n'es pas malheureuse que maman ne soit pas là? Elle lui a dit non, je ne suis pas malheureuse parce que je suis remplie de maman. J'en ai eu la chair de poule quand j'ai lu ça. Alors il me dit, et maintenant je comprends quand vous dites que vous auriez toujours pu être dans le cœur de vos enfants. J'ai déjà entendu ça dans les témoignages que les enfants, je ne sais pas quel mot employer, mais vraiment comme s'ils s'en remettaient plus vite que nous. Oui, parce qu'ils ont peut-être cette innocence de cœur. Et une maman, c'est une maman. De l'autre côté, c'est la maman. Bon, elle va envoyer des rayons, elle va se blottir dans le cœur de ses enfants, elle va les protéger. Et un enfant le sent peut-être plus parce qu'un adulte, avec son mental, il va dire non, ça ne se peut pas, tout ça, je me fais des idées. Le côté cartésien et tout ça fait qu'on balaye tout ça du... Voilà. Je vois, je crois que c'est ça, je pense. Et on m'a dit que lorsque je reviendrai, j'oublierai beaucoup de choses parce qu'il le fallait.
Ouais. Et moi, je me suis dit, ah, ils veulent que j'oublie beaucoup de choses. Je vais faire en sorte de m'en rappeler. Oui, c'est parti, quoi. Oui. Je ne me rappelle, Nacera, ça peut paraître beaucoup pour les personnes qui m'écoutent, mais moi, je ne me rappelle que de miettes. Que de miettes. C'est énorme, hein. C'est énorme. Voilà. Mm. Et alors, j'ai revécu, bon, dans cette ville de lumière, je revivais encore ma vie. J'ai vu ce que serait ma vie quand je reviendrai sur la terre, que je reprendrai mon corps. J'ai vu que je pleurerais beaucoup, que j'aurais beaucoup d'épreuves et que je pleurerais beaucoup. Je me suis vue pleurer. J'ai eu mal au cœur pour moi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai donc fait à Dieu pour mériter toutes ces épreuves? On m'a dit qu'avant de naître, je les avais acceptées pour grandir. Voilà. Je dis ça. Je pense que beaucoup vont avoir besoin d'entendre. Pour grandir. J'avais besoin pour arriver au but. J'ai vu un mur de pierres précieuses parce que de l'autre côté, on est enseigné de différentes manières. La musique, c'est un langage de l'âme. Les symboles sont un langage. Et on me montrait un mur de pierres précieuses et on m'engageait à être une pierre dans ce mur-là. Je savais ce que ça voulait dire. En revenant, j'ai eu besoin de confirmer le savoir que j'avais eu de l'autre côté. Je sais maintenant que, bon, en lisant par exemple les livres d'Annick de Souzenel, le symbolisme du corps humain, etc., je sais que la pierre brute, donc c'est le symbole de l'être humain avec ses beautés, mais ses faiblesses aussi. On est brut, il faut nous tailler, quoi. Mais, et la pierre comme ça, la pierre précieuse qui a été taillée, etc., bon, ben, c'est ce qu'on nous demande d'être par une transformation intérieure. Je sais ça maintenant. J'ai vu aussi un être venir vers moi, pas celui qui m'a demandé comment as-tu aimé, qu'as-tu fait pour les autres, quelqu'un d'autre, mais d'aussi loin que je l'ai vu, je ne pouvais pas dire si c'était un homme ou une femme parce que comment imaginer un être qui dégage les deux énergies en même temps? Mais cet être-là était de toute beauté et je savais, je lui ai tendu les bras, je lui ai dit, je veux me marier avec toi. Je savais qu'il était moi, cet être-là. Mais moi, à la fin des temps, moi, réalisé. Et ce que je peux dire à chacun d'entre nous, c'est qu'on est déjà réalisé, on est magnifique, on est beau sur le plan de l'âme. On est beau. Et si on pouvait dire à chacun de nos enfants, à la place de dire, oui, qu'il y a le péché véniel, le péché mortel, il y a du vrai, bien sûr, dans tout ça. Mais quelquefois, c'est tellement lourd à porter. Si on pouvait dire à nos enfants, tu as tout en toi. Tu as toute la beauté, toute la force, toute la bonté pour traverser toutes les épreuves de la vie parce que tu es ça. C'est vrai que c'est beaucoup plus beau, beaucoup plus simple. Oui. Beaucoup plus constructif. Tu es ça. Tu es cette lumière-là, tu es cette perfection, tu es certaine, bien sûr. En même temps, c'était une sacrée leçon d'humilité pour moi parce que je voyais tout le chemin qu'il me restait encore à faire pour arriver à ça. Puis après, on se pose des questions, mais si on est déjà ça, pourquoi on vient sur la Terre? Voilà. Donc, c'est vraiment très philosophique après. Donc, je sais que quand on vient faire l'expérience de la matière sur la Terre, quelque part, on se marie aux énergies plus denses de la matière. Et ces énergies-là, on a à les comprendre, puis on a à les transformer pour arriver justement à voilà, à ça, quoi. Alors oui, c'était... Et quand j'ai vu cet être-là, eh bien, que je voyais tout le chemin qui me restait à faire, j'aurais accepté d'être dans un fauteuil roulant toute ma vie, alors que lorsque j'étais jeune, je me disais, mon Dieu, pourvu pas ça, etc., etc. Parce que j'étais capable de voir à travers l'épreuve, nous sur la Terre, bon, c'est une épreuve. L'épreuve, c'est une souffrance, mais de l'autre côté, une épreuve, c'est une expérience. Oui. Nous, on lui donne une coloration bien mal, suivant qu'on veut ou qu'on ne veut pas. De l'autre côté, c'est une expérience. Et comme on est au-delà de l'ego, on se rend compte que grâce à cette expérience, on va peut-être acquérir plus de tolérance, plus de compréhension, plus de ceci qui va nous rapprocher de la beauté qu'on est. J'aime beaucoup ta façon d'expliquer les choses. C'est comme si beaucoup de choses prenaient un sens. Notre vie prend un sens.
Oui, la vie, quand on sait ça, et c'est pour ça que je sais quelque part que je n'ai pas le droit de conserver, parce que même si je transmets ce que j'ai compris, qui n'est pas forcément la vérité totale, attention, hein, attention, voilà, il faut rester humble, j'ai compris certaines strates de la réalité, et c'est certainement très loin de tout ce qui est à comprendre, mais même ça, même si je le dis d'une façon imparfaite, ça peut peut-être encore aider. Ça peut peut-être Non, déjà non, aider quelqu'un à aller plus loin c'est que moi. déjà énorme ce que tu nous donnes aujourd'hui. C'est énorme. Je sais que tu vas aider du monde à travers ce récit-là. Ce récit, puis ta sagesse, parce que tu expliques avec des mots qui sont... Pour moi, ça a mis un sens sur beaucoup de choses. Ça, c'est le résultat. Ça, bien sûr que j'ai toujours su que je devais transmettre, enfin pas transmettre cette expérience, j'aimerais bien pouvoir la transmettre de cœur à cœur, mais au moins en parler. J'ai toujours su que je devais le faire, mais en même temps, je voulais me donner le temps parce que pour moi, l'important, ce n'était pas de dire j'ai vécu telle expérience, c'était de montrer les répercussions qu'une telle expérience peut avoir dans la vie. Et donc, il faut du temps pour ça. Voilà, il faut mûrir, il faut que l'expérience nous fait mûrir, il faut du temps. Et là, c'est vrai que ça débouche après sur une quête spirituelle. Et je dirais que peut-être que ma façon d'en parler maintenant, c'est le point d'intersection entre l'expérience que j'ai vécue et puis peut-être toutes les recherches que j'ai faites pour être au plus près de ma vérité, pour être au plus près. Hein. Et en même temps, parce que c'était à tes 26 ans, il y a aussi ton évolution sur Terre qui a fait que voilà, certains éléments ont pris un sens. Oui. C'est pour ça que c'est riche ce que tu Il y nous a as des choses qui auraient pu être confirmées de ce que j'ai vécu de l'autre côté, qui ont pu être confirmées. D'autres choses où, comment, je me suis intéressée à l'anatomie spirituelle de l'être humain. On n'est pas qu'un corps physique, on n'a pas que des molécules, etc. Il y a aussi de la vie. Par exemple, les docteurs qui sont homéopathes, qui sont acupuncteurs, etc. Voilà, les ostéopathes, ils travaillent aussi avec ce côté énergétique et même la guérison par la prière. On ne le voit pas, mais c'est le côté énergétique. On a plus haut encore, enfin plus haut, c'est une façon de parler, on a la conscience qui nous pénètre aussi et qui peut expliquer des expériences comme le Padre Pio qui fait la messe d'un côté mais qui a des milliers de kilomètres ailleurs parce que voilà, il est à plusieurs endroits en même temps, qui peut expliquer un tas de choses, quoi. On en est qu'au tout début de ça. Et c'est pour ça que j'étais je suis très contente que certains médecins se penchent sur cette expérience. Je pense en particulier au docteur Jean-Jacques Charbonnier, mais au docteur Pim van Lommel, que d'ailleurs Sonia connaît, hein, ce néerlandais qui est cardiologue, et c'est lui qui a dit que la conscience n'était pas le produit du cerveau, mais pouvait être délocalisée du corps humain. Donc il a dit ça en 2006, mais à beaucoup d'autres, hein, donc à Mario Borgard, etc., qui se penchent sur le domaine de la conscience, parce que cette expérience-là, si on n'aborde pas le domaine de la conscience, ça ne sert à rien. Voilà, moi c'est la conscience. Quelle est l'ouverture de conscience au-delà de toute religion? C'est en même temps au cœur, hein, mais au-delà, je veux dire, de l'aspect institutionnel, on est là sur la terre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu avant? Qu'est-ce qu'il y a après? Est-ce que cette partie de vie, de conscience qui nous anime, est-ce que lorsque on va mourir, ça va mourir avec? Pas du tout. Alors maintenant, bien sûr, j'ai perdu mes parents, j'ai perdu un frère dans des circonstances très difficiles. Quand je me suis réveillée, je me suis dit, mon Dieu, je vous en supplie, pas ça, pas ça. On m'a montré qu'un de mes frères mettrait fin à ses jours. Bon, il a fallu vivre avec tout ça après. Et puis en pensant peut-être que si on me dit qu'en étant là, si traverse une grave crise, peut-être qu'on pourra l'éviter, etc., etc. Bon, il y a tout ça avec. Hein. Mais j'ai vécu des choses extrêmement douloureuses. On n'arrive pas à mon âge sans avoir perdu des êtres chers. Et c'est douloureux.
quand il y a une fête des mères, quand c'est l'anniversaire de mes parents, quand c'est un Noël, etc. Il y a des moments où je pleure, hein, je crie encore, je l'avoue. Il ne faut pas somatiser, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Le corps humain, il faut mieux, voilà, évacuer. Mais je sais que je les retrouverai. Ça change tout. Voilà. Ils font partie de ma vie. Ça change tout. Je sais que je risque encore de perdre des êtres chers. J'aimerais mieux partir la première parce qu'arrivé à un certain âge, on ne souhaite pas. Mais ça risque d'être très douloureux. Et que je me dirais, mais pourquoi, moi, quand mon frère est décédé et qu'il a mis fin à ses jours, je me suis plantée devant la photo du Christ, je le dis franchement, et je l'ai invectivé. Je lui ai dit, mais pourquoi tu as permis ça? Moi, je t'ai donné ma vie. Tu pouvais faire tout ce que tu voulais avec moi. Et pourquoi? Alors que lui, il traversait une crise douloureuse, etc. Pourquoi? Puis en même temps, pardon. Pardon de te dire ça, parce que tu y es pour rien. On nous donne la vie, mais on nous donne le libre arbitre aussi. Pardon, tu y es pour rien. Et pour vous dire que après, le gros travail à faire pour des personnes qui ont vécu une NDE ou une expérience spirituelle, hein, parce que ce n'est qu'une expérience spirituelle, c'est de trouver le point d'équilibre pour vivre l'humain et le divin en même temps. Mais on est aussi humain. Et c'est normal aussi de souffrir, c'est normal d'éprouver des choses humaines. Il faut apprendre aussi. On ne peut pas rester dans les hautes sphères et puis devenir froid et indifférent à tout. C'est pas ce qu'il nous est demandé. Il nous est demandé d'aimer. L'aimer, c'est dans la matière. Oui. C'est même dans les ténèbres. Exactement. C'est comme ça que je le ressens, du moins. Oh oui, je te remercie. Je te dis, tu expliques très bien les choses, j'aime beaucoup. Alors je vais partir sur une partie, c'est parce que moi, ça m'intéresse. Oui. Tu es monté dans un vaisseau spatial. Ils t'ont fait monter sur un vaisseau Oui, spatial. on m'a montré que la vie était partout dans l'univers et qu'il ne faudrait pas s'étonner qu'il y ait des contacts un jour. J'ai vu, on m'a montré aussi, j'y pensais pas de le dire, tiens, il y a toujours des choses qui m'échappent. On m'a montré à l'intérieur de la Terre, mais où, je ne sais pas, un vaste laboratoire où on y faisait comme des manipulations génétiques. Oui, c'était en 68 ça. Et je ne m'intéressais pas du tout à tout ça à cette époque-là. Ça m'a semblé même avec des humains, puis peut-être même pas des humains, mais c'est pas assez net pour que j'en parle d'une façon absolue. Ça reste quelque chose comme ça, et c'est comme si j'avais un mauvais goût sur la langue. Et puis, je me suis retrouvée dans un astronef où il y avait des êtres grands, blonds, mais très grands, hein, très grands et très blonds. Et eux, je sais qu'ils m'ont donné toute une information sur, eh bien, sur ce qu'ils étaient. Ils nous ont dit qu'ils m'ont dit qu'ils nous avaient fait évoluer génétiquement, mais en conscience depuis très très longtemps. Et avec eux, je me sentais bien, comme si c'était des pères, des papas, quoi, des pères, on était leurs enfants. Je me sentais bien avec eux. C'est tout ce que je me rappelle. Avec ta compréhension de ce qui se passe actuellement, je ne sais pas si tu as entendu les termes que beaucoup emploient. Oui. Est-ce que tu penserais que c'est ce que nous appelons la Confédération galactique? Je n'en sais rien. Ils n'ont pas donné de nom. Mais Ouais, par contre, je sais que là, les êtres avec qui j'ai pu échanger avec eux, c'était des êtres bienveillants envers nous. Voilà. Alors que sont en train de nous aider quand en on m'a ce montré moment. à l'intérieur de la Terre, c'était pas ça. Je suppose qu'il peut y avoir plusieurs... Oui, un peu comme sur Terre, des bons. Un peu comme sur Terre, je suppose. Alors donc, avant de revenir dans mon corps, on m'a dit que je reviendrai, que j'oublierai beaucoup de choses. J'ai mon frère, je ne me rappelle pas s'il a été dans cette ville de lumière, mon frère, mais il était là avant que voilà, il m'a dit, tu diras, d'être très indulgent à la fin de la vie de ma grand-mère maternelle. Et je me disais, et on me montrait qu'il n'y aurait non pas une dispute entre mes parents et ma grand-mère, qui se sont toujours beaucoup, beaucoup aimés, mais comme une incompréhension. Et je sais quand je me suis réveillée après, je me suis dit, ça, c'est pas vrai, ça n'arrivera jamais. Et c'est pourtant arrivé.
Et on me montrait qu'à la fin de sa vie, ma grand-mère aurait, on dirait un Alzheimer maintenant, mais à ce moment-là, on disait un ramollissement cérébral. D'accord. Voilà. Alors, je me rappelle, tous les mardis, maman et moi, on prenait la voiture, on allait à 15 km de là, puis on allait faire le ménage de ma grand-mère. À la fin de la semaine, papa et maman allaient la chercher pour passer le week-end. Voilà, on la laissait pas tomber, surtout qu'elle était adorable. Et à la fin de sa vie, ma grand-mère a commencé à dire des choses sur l'un, sur l'autre. C'était pas du tout son truc. Après, on a su que c'était la maladie. Papa et maman, ça leur a fait mal au cœur. Mais malgré tout, ils n'ont pas laissé tomber, ils allaient la voir régulièrement. Et un jour, on est en train de faire du ménage chez ma grand-mère quand le docteur est venu. Il a pris mes parents à part en leur disant, vous savez, il faut que je vous prévienne, votre maman donc a telle pathologie. Hein, et malheureusement, si vous voyez des choses, c'est pas de sa faute, ça ira de mal en pis. Et ça aussi, c'était vrai. Ça aussi, c'était vrai. Et on m'a dit de ne pas parler de cette expérience, donc en 1968, avant 17 ans, parce que si je le faisais avant 17 ans, ça serait considéré par le milieu médical et scientifique comme un traumatisme consécutif à un choc opératoire. Ça ne serait pas, voilà. Et là aussi, plus tard, j'avais été invitée sur la Côte d'Azur pour en parler. Je parle de mon expérience et j'ai l'habitude après de demander dans la salle s'il y a des personnes qui ont vécu la même expérience. Il y a une dame qui lève le doigt, qui me dit moi aussi. Et puis donc elle m'a dit qu'elle avait vécu cette expérience aussi. Elle m'a dit, je dois vous dire Madame Dron que je suis venue pour voir si vous disiez la vérité. Ben, je le comprends, parce qu'il y a tellement aussi de charlatans dans tout ça, je la comprends. Je dis, et à votre idée, elle me dit, oui, ça ne trompe pas déjà. Puis en plus, j'en ai la preuve. Mais je dis, quelle preuve? Alors moi, j'avais vécu cette expérience en 1968. On me demandait d'attendre 17 ans, donc 1985. Elle avait vécu l'expérience en 1974. On lui demandait d'attendre 11 ans. D'accord. Pourquoi? Ça me dit quelque chose, ça me parle. J'ai entendu d'autres personnes le dire. Voilà. Et pourquoi? Alors donc, mon mari m'a dit, tu sais, te rappelles-tu quelle année tu as lu le livre La vie après la vie du docteur Moody? Et j'avais lu le livre La vie après la vie du docteur Moody dans les années, un an près, je ne sais plus bien, mais 78, 79. Alors Michel m'a dit, tu sais, s'il y en a beaucoup qui font comme toi dans ces années-là, il faut un temps d'incubation. Donc, voilà, 85. Et elle, cette dame-là, me disait ça aussi, mais elle avait fait après des études d'astrologie, et elle me disait, j'ai vu les choses différemment, que notre Terre était en train ça bouge dans l'espace, notre système solaire, hein, et que notre système solaire traverse des zones qui sont plus spirituelles en ce moment. Et donc, c'est pour ça aussi que tout ce qui n'est pas spirituel est mis en lumière, puisqu'il faut qu'on lâche tout ça. Voilà. Et donc, à partir de 1985, dans ces environs-là, eh bien, il y a un influx spirituel qui descendait sur la Terre. C'est très possible. Ah oui, et on le voit. Ce qui se passe. Là, on le voit bien. Hein. Et on le voit, voilà. Hein. Les masques tombent, donc ce qui est mis en lumière, c'est que les masques tombent et on voit les vrais visages. Exactement. Dans l'ombre. Et puis là, on voit bien qu'au niveau de la spiritualité, donc sans donner de religion, que les gens... On est obligé d'ouvrir les yeux. Voilà, les gens conscientisent de plus en plus le fait de ne pas être juste un humain, mais d'avoir des possibilités. Et on voit bien tout doucement que beaucoup de conscience s'ouvrent et s'intéressent. Et c'est beau. Et surtout les nouvelles générations qui arrivent. Oui. Beaucoup d'enfants sont déjà parlent des vies antérieures, parlent de... Oui, c'est normal. Mais c'est une période difficile pour beaucoup d'entre nous. C'est dur en ce moment. Mais toutes les possibilités sont là aussi. Voilà. Et c'est pour ça qu'on voit bien que tout change, tout évolue. Oui. Voilà, donc la purge va arriver dans ce que tu as vu par rapport au volcan, au séisme et tout ça. Oui. Beaucoup de nettoyage vont se faire. Et donc, ce qui a été vu dans les autres mondes, avec les mondes engloutis, mais je dis comme ça par rapport au titre du dessin animé, mais on voit bien que des civilisations ont vécu, se sont cassées la figure, et puis on recommence, et on revient, et on recommence. Oui. Donc,
C'est là qu'on doit Mais j'ai réaliser. confiance. J'ai Ouais. à la fois, c'est dur ce qu'on vit en ce moment. Oui. Et puis ça peut paraître, quelquefois je dis à mon mari, ça peut paraître bizarre. Je suis comme un océan, mais les eaux sont calmes au fond de moi. Mais alors, je suis d'une sérénité, quelque part, à me faire peur, quelque part. Et puis, quelquefois, à la surface, il y a des vagues de colère quand je vois à quel point, voilà, quoi. Je n'en dis pas plus. J'ai des vagues de colère pour ceux qui ne choisissent pas la bonté et l'amour. Voilà. Mais il faut que je travaille ça aussi. Oui, mais bon, je rajouterai entre guillemets que Nicole Drouin a tout compris de ce qui se passe en ce moment. En off, on en a parlé. Elle est complètement elle est dans la compréhension totale de ce qui se passe en ce moment. Oui. Donc, c'est une complotiste. Pour moi, comment, Nacera, les véritables complotistes, ce sont ceux qui consciemment agissent pour faire du mal à l'humanité. Normalement, Voilà. c'est ça. Pour Voilà. moi, les complotistes, c'est ceux qui consciemment, pour des besoins de pouvoir ou d'argent ou ceci, cela, ne Voilà. tiennent pas compte de l'humanité. Mais Voilà. les gens qui se disent, mais ça va pas, ça, je ne comprends pas ça, ça va pas, et qui cherchent à savoir, c'est pas du complotisme, c'est du bon Voilà. sens. On est d'accord. Et C'est du comme bon tout est sens. inversé en ce moment, Oui. les pauvres sont en bas, les riches en haut. Ceux qui sont dans le juste sont en bas et ceux qui sont dans la haine et la colère. Et tout ça va s'inverser. Donc, on nous dit complotiste, alors qu'en vrai, tout ce qu'on veut, c'est comprendre ce qui se passe. C'est, voilà, Voilà. mettre de la lumière dans ce qui va pas pour y mettre la paix, quoi, tout simplement. Exactement. Tout simplement. Exactement. Alors, ce que je voudrais dire, c'est, avant d'en finir, Nacera, c'est que, bon, je suis rentrée dans mon corps, l'expérience était terminée, je suis rentrée dans mon corps là. Ouais, par le chakra coronal, ce qu'on appelle la fontanelle pour les bébés. Voilà. Et là, c'était le drame de ma vie. Parce que de l'autre côté, j'étais moi et l'univers à la fois. Oui. J'ai pas peur de dire moi et l'univers. Oui. Et là, je rentre dans mon corps qui est un cercueil pour moi. Mm. C'est le monde à l'envers. Mon corps, c'est un cercueil. Ouais. Parce que ça me sépare de tout. Mm. C'est-à-dire que toi qui es sur un autre plan, c'est moi. Oui. Parce qu'on voilà, on fait tout, on fait partie de l'univers et on est de la même énergie, de la même essence, de la même conscience. Toi qui es moi, eh bien, voilà, tu es quelqu'un d'autre. Et on peut se C'est dans faire la du mal, et on séparation. peut ne pas se comprendre, etc. Mm. Ça, c'était un drame. Et j'avais, quand je me suis réveillée, dans les oreilles, une musique, mais alors, j'ai recherché dans la musique sacrée, j'ai recherché dans les grands classiques. Quelquefois, il y a des personnes qui sont gentilles et je les remercie, qui me disent, Madame Dron, vous avez dit ça et est-ce que vous ne pensez pas que ça serait cette musique, etc. Oui, il y a certaines musiques où il y a un petit accent, mais j'ai jamais retrouvé ma musique. J'ai jamais retrouvé. Mais une musique à pleurer d'amour. Et derrière ça, il y avait le sentiment que, malgré les apparences, que tout était bien. Mm. Je peux faire bondir beaucoup de personnes en disant ça, parce que c'est comme si que dans le tableau où c'est incohérent, eh bien, je vois l'envers du décor et tout a une raison et qu'on ne peut pas voir sur la terre et que tout était bien. Et quelque part, je dis, je ramenais une parcelle d'éternité, mais j'aurais voulu que cette parcelle soit. C'est pas une parcelle que j'aurais voulu ramener. J'aurais voulu ramener l'amour et la connaissance de tout. Donc c'est extrêmement frustrant. Je ramenais qu'un petit peu et encore un petit peu. Et j'aurais voulu ramener ce sentiment de plénitude que j'ai connu de l'autre côté. Mais quand je me suis réveillée, la souffrance, j'avais été donc ouverte du nombril au pubis, j'avais 24 attaches. Et c'est le chirurgien qui me l'a dit après. Je ne sais plus pour quelle raison, on me l'explique à ce moment-là, mais je ne sais plus maintenant. On n'a pas pu me mettre quelque chose qui pour atténuer la douleur. Donc j'étais pendant 48 heures, c'était atroce ce que je souffrais. Bon. Alors, est-ce que c'est ça qui a fait que je me rappelle vraiment de peu de choses, hein. Franchement, pour moi, c'est peu de choses. Et tout partait, et j'aurais voulu retenir tout ça, mais ça n'empêche pas que je dis merci. Merci d'avoir vécu ça parce que
Je sais que la mort n'existe pas. Pour moi, c'est un trésor, ça. Et je sais que notre vie sur la Terre, elle est importante, très importante, parce que en fonction de savoir ça, on est responsable dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qui nous arrive, et voilà. Merci. Merci. Merci de m'avoir invité. Magnifique. C'est merveilleux. Eh bien, moi, j'aimerais dire aux personnes que donc tu as fait déjà ce premier livre qui est sorti depuis, c'était depuis 89. 2009. Voilà. Oui. Il n'a pas changé de couverture, les gens le reconnaissent. Non, non, ce que je dois dire aux gens, voilà, j'ai fait ce premier livre-là. Alors, Ouais. dans ce premier livre-là, 45 secondes d'éternité, qui est sorti en 2009, évidemment, je raconte mon expérience. J'aurais voulu, comme je te l'ai dit tout à l'heure, Nacera, ne parler que de mon expérience. Mais tout en écrivant ce livre-là, je me suis rendu compte que cette expérience se greffait sur un vécu et que je n'ai pas pu faire autrement que de faire une courte, très courte biographie de ma vie. Quand je ne voulais pas parler de moi, j'étais improductive pendant plusieurs jours. Voilà, si j'écoutais pas l'élan. Bon, alors ça parle de mon expérience, un petit peu de moi, de ma vie. Ça parle de mes enfants aussi, comment ils ont vécu cette expérience, et mon mari, les signes qui m'ont été donnés, etc., etc. J'ai fait un autre ouvrage en 2016. En 2016, alors voilà, ça s'appelle, je ne sais pas si on le voit. Oui, on voit bien. Dis mamie, comment on vit quand on est mouru. Il ne faut pas vous arrêter au titre. C'est parce que le titre correspond à un chapitre de ce livre, un chapitre d'un de mes petits-enfants qui, lorsqu'il avait 5 ans, il m'a posé cette question. Mais j'aurais peut-être pas dû mettre ce titre-là parce que il répond, si tu veux, il répond à des questions précises et pointues que m'ont posé des lecteurs de mon premier ouvrage. Dans le sens, Madame Dron, si on accepte le concept de réincarnation, j'ai perdu un enfant que j'adore, donc je vais mourir, il sera déjà réincarné, on ne se verra plus. Voilà. Et puis le pardon, et les plans de l'après-vie, et le karma, et les NDE négatives, et beaucoup de choses comme ça extrêmement pointues, quoi. Avoir, être, quelle est la différence entre avoir et être, et un chapitre surtout que j'ai adoré faire parce que j'ai pensé à tous les enfants du monde. N'oubliez pas qui vous êtes. Voilà. Alors oui, donc j'ai su, au mois de janvier, j'ai mon éditeur que j'aime infiniment. Hein, franchement, parce que cet éditeur-là, il a fait mes livres, non pas pour financièrement, mais vraiment très... voilà. C'était vraiment pour distribuer le livre, etc. Mais avec la crise économique, donc il m'a prévenu qu'il était obligé d'arrêter la diffusion de mes livres. Voilà. Et puis donc, à la suite de ça, ça serait trop long à expliquer, mais il m'a été proposé qu'il soit repris par Très Daniel. Donc, j'ai le premier 45 secondes d'éternité qui sera diffusé chez Très Daniel au mois de février prochain et le second au mois de février 2023. Mais en attendant, voilà, les éditions Kimzo ont eu la gentillesse de poursuivre, de rééditer les livres jusqu'à épuisement du stock. Je ne sais pas combien de temps, parce qu'il faudra un certain nombre de mois entre, voilà. D'accord. Tu me donneras les liens, je mettrai en dessous. Moi, j'ai déjà téléphoné pour commander mon livre, parce que je suis là, mais je veux oui. Ils doivent être en vacances en ce moment, il me semble. Oui, ils m'ont dit qu'ils rentreraient le 16 août. Voilà, le 16 août. Ils m'ont rappelé, il est très gentil, vraiment adorable. Oh, mais ils sont adorables, franchement. Ah oui, vraiment adorables. Et ils m'ont dit, vous inquiétez pas, le 16 août, on est là, on réouvre la boutique. Donc moi, aussitôt, je me commande le livre. Puis je les remercie infiniment tous les deux parce qu'on a travaillé la main dans la main et dans le même sens, franchement. Alors oui, voilà. Eh bien, je mettrai tout en dessous de la vidéo pour ceux qui sont intéressés. Mais moi, franchement, je te remercie encore une fois. Je te remercie pour le livre. Je te remercie pour ton histoire, d'avoir accepté de la partager. Parce que oui, elle nous fait réfléchir. Oui, et bon, je sais que sur ma chaîne, mes amis, là, ce sont des personnes éveillées, ce sont des personnes qui seront prêtes à entendre, à comprendre ce que tu as dit. Et là, c'est comme si tu nous permettais de revoir encore
l'après-vie, donc la vie après la vie, sous un autre angle. Parce qu'on est tellement pris dans notre quotidien. C'est vrai. On oublie, on est vraiment bien pris dans notre rôle, là, dans Bien le, sûr. voilà, Nacera, et patati et patata, qu'on oublie qu'il y a le jeu. Oui, ah oui. Et quelquefois, quand on m'invite comme ça à témoigner sur différentes chaînes, je me dis, oh là là, il faut que j'arrête un jour, quoi. Parce que c'est vrai que combien de fois je l'ai fait et je me mets à la place des gens qui doivent dire, encore Madame Dron, quoi. C'est toujours la même chose. Oh, Et puis, il y a quelque chose qui me pousse à accepter quand même, parce que peut-être que je me dis que c'est un d'autres... cadeau. Cadeau. C'est un cadeau, je le vois comme un. C'est un diamant ce que tu nous offres aujourd'hui. C'est vraiment d'aller. Là, moi j'invite les personnes qui auront regardé la vidéo jusqu'à maintenant, parce qu'on a tenu 1h35, hein, Nicole. Ceux qui auront regardé la vidéo jusqu'au bout, et bien après, c'est j'éteins tout, même le téléphone, je pose tout, et je vais sortir dans la nature et je reprends là en conscience ce que j'ai reçu comme information. Oui, c'est dur en ce moment. Oui, c'est terrible en ce moment. Et je vais me rappeler que nous sommes un grand océan d'amour, de lumière. Et nous sommes venus sur Terre vivre l'individualité. Donc nous sommes des petites gouttes clairsemées sur Terre. Et on est venu, on a accepté de venir Oui, à ce moment-là, parce voilà. qu'on peut déployer tous nos trésors intérieurs et on peut exercer notre vigilance, notre libre arbitre et tout ça. Exactement. Voilà. Donc, merci à toi, Nicole. Merci, merci, Merci. merci. Merci, Nacera. Merci à ceux qui auront regardé la vidéo. Oui, Enfin, merci pour vous, hein, parce que c'est pour vous aussi que vous faites un cadeau. Et ben, je vous fais tout plein de bisous à vous, les amis. Et puis, à bientôt. Et je vais dire au revoir pour ceux qui nous regardent. Je fais plein de bisous à moi tout le aussi. J'embrasse tout le monde. monde. Merci. Au revoir, Nacera. Voilà.